D'abord, je me permets de me présenter. Donc, je préside, en plus d'activités professionnelles, la Fédération Patrimoine Environnement, qui regroupe des associations de défense, des sites sauvegardés, des paysages de proximité, des sites au sens législation sur les sites. Je siège personnellement à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui est l'instance consultative euh, du ministère de la Transition écologique. Juste pour dire que autant la notion de site, de grand site, de zone maritime protégée, etc., sont définies de manière précise. La notion de paysage, il y a beau avoir des lois paysages, une définition européenne, c'est quelque chose que l'on perçoit. C'est quelque chose que l'on va percevoir visuellement, qu'on va percevoir olfactivement, sonorement. C'est quelque chose d'un peu plus subjectif, plus relatif, mais qu'on ne perçoit pas seul. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre paysager. Et donc la question, elle va être très claire. Oui, l'éolien en mer a un impact majeur sur le paysage. Et la première chose, vous embêtez pas. Et la première chose, c'est parce que en mer, au bord de mer, eh bien, le regard, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que il est infini. Et donc la commission supérieure des sites, qui regroupe des personnalités qualifiées, mais aussi des élus, des représentants d'associations du monde de l'écologie et du monde du patrimoine. Donc personnellement, je siège avec mon excellent ami Julien Lacaze, le président de Sites et Monuments. On a parlé de une représentante est ici présente. Donc nous, on défend le monde du patrimoine, mais le monde de l'écologie n'est pas forcément uniquement composé d'écologistes militants, doctrinaires. Il y a des gens très bien dans le monde de l'écologie. Et donc, la Commission supérieure des sites, en 2021, s'est réunie plusieurs fois sur ce sujet et a émis un avis sur l'éolien en mer. Et qu'est-ce qu'a fait le ministère de la Transition écologique depuis 2021? C'est bien empressé de ne pas le publier. Il n'est pas question que l'on puisse s'opposer à la doxa qui règne. Euh, le ministère de l'Environnement a été créé, vous vous souvenez, à Fort-Lauderdale, enfin pour ceux, vous vous souvenez, où, moi je l'ai vécu il y a fort longtemps, c'était un ministère de mission, c'était un ministère où pour la première fois on a mis au plus haut niveau, d'ailleurs c'était au départ rattaché au Premier ministre, au ministre délégué auprès du Premier ministre, il s'agissait de mettre en avant ces sujets avec des grandes lois qui ont été faites pour protéger le littoral, protéger les paysages, des lois sur les déchets, les installations classées, etc. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Et le ministère de l'Environnement, en mangeant le ministère de l'Équipement, s'est fait manger. Voilà, c'était déjà arrivé à Rome quand Rome avait conquis la Grèce. C'est finalement la Grèce qui a conquis Rome, en tout cas dans la tête. Et donc, on a aujourd'hui, et ça a été ma découverte de l'intérieur, parce que moi je suis un militant environnemental. Je ne suis pas un écologiste, je préfère le dire tout de suite, parce que, hélas, le mot écologie est associé maintenant à l'écologie politique. Donc, moi, je suis un défenseur de l'environnement. Je suis devenu président de Patrimoine Environnement, hélas, parce que mon prédécesseur est décédé, mais il m'a connu parce que je défends l'intégrité paysagère du Bois de Boulogne. Je suis un combattant assez souvent au niveau contentieux contre la ville de Paris, il faut bien le dire. Et donc, je suis venu à Patrimoine Environnement par la partie environnement. Donc, je suis, moi, très déçu, maintenant que je connais mieux le ministère de la Transition écologique de l'Intérieur, de m'apercevoir que ce qui me motive dans tous les combats n'est absolument pas ce qui est le centre de gravité de ce ministère. Le centre de gravité de ce ministère, c'est le béton. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce contre quoi nous nous battons, c'est l'alliance de l'idéologie et du béton.
Voilà. C'est-à-dire de l'idéologie de la cupidité, car le béton sert à faire des affaires. Voilà le fond de l'affaire. Donc, le travail de Nicolas Bourg est remarquable, son épouse, puisqu'elle est mobilisée aussi, parce que nous sommes en train de réunir, enfin, grâce à vous, collectivement. nous collectivement, moi je ne fais rien, hein, vous l'avez bien compris, je passe même pas mes slides. Euh, Nous sommes en train de réunir toutes les matières que les uns et les autres observent dans leur secteur. Moi, qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé qu'on a une instance consultative composée de personnalités qui donnent un avis avec un consensus, un avis unanime, où on fait converger, et non pas à coup d'impôt comme aujourd'hui, mais on fait converger des personnes qui normalement ne sont pas d'accord sur tout, sur une position. Et bien, tout ça, on s'aperçoit que tous les arguments rationnels qu'on peut avoir dans le domaine de la préservation de la beauté paysagère, il ne se passe rien. Il y a 1,8% du territoire aujourd'hui qui est protégé au niveau de la législation sur les sites. On a demandé, les personnalités qualifiées de la Commission supérieure des sites, on a tous écrit, on a demandé que le ministère voilà, se mobilise là-dessus. Au moment où vous annoncez la programmation pluriannuelle de l'énergie avec les conséquences majeures qu'il va y avoir sur le paysage, faites quelque chose pour protéger un peu plus les sites en France, faites quelque chose pour étendre la protection des sites. Vous savez que le ministère a publié en 2019 une liste de 350 sites majeurs à protéger en France. Alors, pas uniquement au bord de mer, hein, c'est en France. On en classe 3 par an. Donc, dans un siècle, on y est encore. En revanche, quand il s'agit de mettre des énergies renouvelables, dont la démonstration que j'ai entendue aujourd'hui prouve qu'on n'en a pas besoin, immédiatement en tout cas, là, il faut accélérer. Donc, pourquoi on n'accélère pas la préservation de ces portions de territoire qui seront le bien qu'on va léguer aux générations suivantes. Victor Hugo, vous le savez, disait il y a deux choses dans un édifice, son usage qui appartient au propriétaire et sa beauté qui appartient à tout le monde. Ben, le paysage, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Donc on est en train de nous exproprier de la beauté de nos paysages sans nous demander notre avis. Parce que les concertations, je suis hélas bien placé pour savoir que on écrit, on dit des choses, ça ne sert à rien. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, hélas, l'affaire se règle souvent devant les tribunaux. Dans le domaine de l'éolien, on est dans la dérogation aux règles élémentaires du droit administratif. L'éolien en mer, on va directement au Conseil d'État. Donc, pas de tribunal administratif, pas de cour administrative d'appel. Allez, hop, faut aller vite. Et lorsque, au moment des présidentielles, j'ai encore quelques instants à peu près. Bon, on a préparé avec nos amis des associations du patrimoine, on est 7 associations du patrimoine, et, comme on n'a pas peur d'être, voilà, on n'est pas modeste, on s'appelle le G7 patrimoine. Bon. Bon. Et là, on a cité monuments, mais la demeure historique, les vieilles maisons françaises, enfin, la sauvegarde de l'art français, remparts, enfin, voilà, les maisons paysannes de France, vous voyez, on est entre gens d'excellentes compagnies. Et donc, on a préparé un programme pour les présidentielles sur le patrimoine. Donc on l'a présenté à peu près à tout le monde. On n'a pas eu de réponse des écologistes parce qu'on avait osé proposer un moratoire de 2 ans sur l'éolien, le temps de refonder la politique des énergies renouvelables en écoutant un petit peu les gens, en faisant des études d'impact en coût complet. Enfin, il y a tout le programme de Nicolas Bourg qui est là, on ne se connaissait pas, mais quand des gens à peu près raisonnables et intelligents regardent un problème, en général, ils arrivent à peu près à la même analyse. Et s'ils ne sont pas prisonniers d'idéologie ou d'intérêt, ils convergent dans les solutions. Donc, si vous voulez, dès qu'on voit ce sujet, on dit, mais c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans le dispositif. Et ce qui ne va pas, c'est qu'on n'écoute pas ceux qui savent, les élus, les experts,
Et on est cloisonnés les uns et les autres. On fait surtout de la concertation où il faut surtout pas que on puisse s'exprimer correctement. Donc il nous reste la voie du contentieux. La justice administrative est assez prudente, on va dire les choses comme ça, pour pas, puisque c'est tout ce que je dis est enregistré. Euh, voilà, donc l'état de la justice peut-être ce que la musique militaire est que la musique. Bon, voilà. Et donc, j'ai très prudent. Donc, sur l'éolien terrestre, vous savez qu'il y a aussi, c'est pareil, on va directement au cours administratif d'appel. On ne va surtout pas faire. Nous, on a beaucoup de contentieux d'urbanisme. Eh bien, dans toutes les zones tendues, et tout est tendu au niveau foncier, un seul degré de juridiction, c'est-à-dire le tribunal juge en premier et dernier ressort. Après, on va en cassation au Conseil d'État. Le Conseil d'État n'admet qu'un pourvoi sur 10, même pas, euh, quand il le veut bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça le système. Les associations qui n'ont pas une certaine ancienneté ne peuvent pas faire de recours. Tout a été fait pour priver le droit de chacun d'entre nous d'exprimer son sentiment. Et je terminerai sur ce sujet, c'est pour vous dire, Patrimoine Environnement est très spécialisé dans le droit. On organise chaque année les journées juridiques du patrimoine, on a plein d'avocats, voilà. Donc, si vous aimez le contentieux, venez nous rejoindre. On sera ravis d'accompagner vos combats et très spécialisé dans donc, la protection des espaces verts, mais aussi des secteurs protégés. Euh, que puis-je vous dire de plus? Moi, je crois que le travail qui est en train de se faire là n'est pas perdu. C'est un travail très utile. Car moi, je suis un peu comme beaucoup de personnes. J'ai beau être un militant environnemental, liste, je ne sais pas comment le dire. Moi, j'aime pas une image aussi mauvaise que ça des énergies renouvelables. J'étais aussi victime du bourrage de crâne. Donc, nous avons tous été victimes. Ah, parce qu'on a le souvenir des moulins autrefois, voilà, qu'on voyait. Mais c'est pas du tout ça. Ce sont des installations industrielles avec des hauteurs considérables. Quand par exemple, en matière d'éolien terrestre, on dit qu'il ne faut pas que ça soit plus de 500 mètres, à moins de 500 mètres des habitations. Les éoliennes faisaient 80 mètres de haut. Elles font 240 mètres, c'est toujours 500 mètres. Et c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir au niveau de la pollution visuelle, sonore. Et en plus, si on ne surveille pas, on les débride parce que pour des raisons d'économie. Comme c'est pas rentable, il faut essayer de limiter les choses. Donc, moi, voilà, je dis tout ce qui a été fait, ce qui fait là, qui est fait aujourd'hui, va servir. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'être convaincu, parce que c'est difficile pour un militant de l'environnement de dire qu'il s'oppose à des énergies dites renouvelables, vous comprenez? Et tout ce que je découvre dans les dossiers, année après année, me conduit à dire, mais c'est une imposture. On est finalement face. D'abord, on n'a pas besoin, pour le moment, de cette énergie électrique. Je dis bien pour le moment parce que dans le domaine de l'énergie, il y a 25 ans, je siégeais encore au conseil d'administration d'EDF. Donc je connais un peu il y a longtemps ces sujets. Je sais qu'il faut regarder loin parce que si on regarde à court terme, on se trompe tout le temps. On engage notre pays pour des dizaines et dizaines d'années, de la même manière qu'on aurait pu bénéficier aujourd'hui de la rente nucléaire et hydraulique qu'on nous a transmise. Et au lieu d'en bénéficier, on paye notre électricité beaucoup trop cher. Et pour m'occuper des petites entreprises industrielles, je peux vous dire qu'on a vu la facture exploser, exploser. Et on a été, en 2022, bon, suite au problème de corrosion qu'on a rencontré sur le parc nucléaire, on a dû importer de l'électricité pour la première fois en net, et à peu près c'est l'équivalent des deux tranches de Fessenheim qui ont été fermées. On a importé 14 TWh et on a fermé 13 TWh. Donc si on m'avait dit que quand moi j'ai connu le développement du programme nucléaire, qu'on en arriverait à cette situation, il fallait vraiment avoir pris au total toute une série de mesures, dont le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'elles n'ont pas la rationalité au niveau de l'efficacité économique, macroéconomique, on va dire, et de l'effet microéconomique pour ceux qui en profitent certainement, c'est-à-dire les promoteurs. Mais au niveau macroéconomique, c'est pas terrible. On peut faire mieux. Toi, merci beaucoup. Moi, je suis à votre disposition et Patrimoine Environnement et les associations du G7, notamment Cité Monument. On est là pour accompagner tout ça. Vous nous apportez les éléments importants qui peuvent aider à faire changer le regard. Et je pense qu'il faut que, puisqu'il y a un représentant du Sénat, le Sénat, c'est tout de même l'institution de notre République qui écoute le mieux la voix du patrimoine. Je ne parle pas du patrimoine au sens financier, je parle du patrimoine, ce patrimoine qui fait que notre pays n'est pas un pays comme les autres, c'est un pays qui a un patrimoine extraordinaire, naturel, un patrimoine bâti, mais un patrimoine naturel. On est béni des dieux. Et donc, on est écouté au Sénat et c'est une chambre sage qui peut prendre des initiatives sur ces sujets pour que tous ceux qui ont des choses à dire comme nous, on puisse les dire, apporter les éléments et avec la logique des ingénieurs et la rationalité des scientifiques et des professeurs d'économie, on va arriver à produire ce qui doit être produit, c'est-à-dire une vraie étude d'impact complète, avec des coûts complets, les coûts d'aujourd'hui, les coûts de demain. Donc on va, c'est comme on faisait quand il y a eu le démarrage du programme nucléaire. Je veux dire, pourquoi les énergies renouvelables seraient au-dessus des lois de la rationalité de prise des décisions? On a Oui, bien noté votre proposition de calculer le coût paysager. On oui, en a parlé ce matin avec Luc Emma. Donc voilà, il y a un travail ensemble. Et je voudrais amener une réflexion à tout le monde qu'on a amené ce matin avec Jean-Michel Serres. La France, ce sont des terres et des forêts. Et aujourd'hui, ces terres et ces forêts sont exploitées et gérées par les agriculteurs et par les sylviculteurs, qui regardent effectivement la valorisation qu'ils font. Mais ce qu'on dit, c'est que cette valeur de cette terre et cette forêt va beaucoup plus loin que l'exploitation. Il faut qu'on ait une vision globale, en fait, du coût complet de la terre et des forêts, dont le paysage est un des éléments. Mais pas que. Il y a le tourisme, il y a plein d'éléments. Et c'est cette vision intégrée, si vous voulez, de ce qu'est la France, c'est-à-dire avec ces terres et ces forêts qu'on va évaluer. très bien. On peut ajouter que, vu l'état de notre industrie, je suis bien placé pour en parler, et de notre agriculture, puisqu'on est très fort maintenant, on arrive à avoir une balance agricole déficitaire. Je veux dire, voilà. Il nous reste le tourisme. Donc, je reprends l'image qui a été faite, prise tout à l'heure. Les touristes, quand ils vont voir ces forêts d'éoliennes dans les baies assez merveilleuses de notre littoral, je ne sais pas s'ils vont trouver ça si beau que ça. Merci.